Chaque être humain qui arrive dans notre monde est différent par son physique, par son caractère, par sa façon de faire ou de penser, mais aussi tout simplement parce qu'il est unique. Mais nous avons la plupart du temps des points communs dans notre développement. Le premier regard à notre maman, le premier sourire, les premiers pas et les premiers mots. Mais pour certains enfants, ces étapes se font plus lentes, voire ne se font jamais. Et alors le mot handicap entre dans les familles. Dans cet épisode, Séverine nous parlera de l'arrivée de son petit Raphaël, atteint d'une maladie génétique extrêmement rare, qui développera chez lui un retard neuropsychomoteur. Elle nous expliquera comment elle a dû adapter son quotidien, sa maison, sa vie professionnelle pour être près de lui, mais aussi tout l'amour que Raphaël lui a transmis à travers ses regards et ses sourires. Elle nous parlera des différentes thérapies à l'étranger dont Raphaël a pu bénéficier, de son pays de cœur, l'Inde, de son association Un pas pour Raphaël, de sa pratique du yoga, si essentielle à sa vie et à sa reconstruction. Mais Séverine nous partagera aussi ce moment si intime, si douloureux, si fort, lorsque son petit garçon a rejoint les étoiles à l'âge de 12 ans. Séverine a tout porté, puis a fini par sombrer. Alors elle est partie, loin, pour enfin revenir et de nouveau vivre. Vivre 1000 fois plus, pour continuer, pour lui, pour son sourire, pour son amour, pour Raphaël. Attention, dans cet épisode, nous traiterons de sujets sensibles tels que le handicap et le deuil parental. Nous vous conseillons de vous mettre dans de bonnes conditions et d'aller à votre rythme pour l'écouter. Bonjour Séverine. Bonjour Lucie. Bienvenue à mon micro, je te souhaite la bienvenue pour me raconter ton histoire. Donc je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Séverine, j'ai 52 ans. Je suis une maman d'un petit garçon qui a 12 ans et qui aura 12 ans pour toujours maintenant puisqu'il nous a quittés l'année dernière. 1 an déjà. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Séverine ? Alors, je suis professeure de yoga, voilà, depuis 20 ans. Et j'ai envie de dire merci pour cette discipline que j'ai pu rencontrer dans ma vie qui m'a soutenue énormément et qui me soutient encore au quotidien, moi, tous les matins quand je pratique parce que c'est un moment pour moi, c'est un moment où j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre, j'ai juste besoin d'être là avec moi. On va remonter un petit peu le temps, Séverine. Donc, tu vas nous raconter ton histoire, l'arrivée de Raphaël, sa maladie. Tu es née en Charente-Maritime ? Non, je suis née en Charente, en Angoulême. D'accord. Et tu as vécu dans une famille classique ou... Tout dépend de ce qu'on appelle classique. En apparence... Je dirais que ce qu'on vit en tant qu'enfant, on a l'impression que c'est classique a priori, et puis c'est peut-être bien plus tard qu'on se rend compte peut-être que dans ce côté classique, il y a des dysfonctionnements. Voilà. Moi, j'ai grandi en étant une enfant assez repliée sur moi-même, où j'osais pas être moi-même parce que je sentais finalement autour de moi des adultes qui étaient peut-être pas bien dans leur vie. Et du coup, j'ai essayé d'être la petite fille qui fait pas de bruit, qui compensait pour pas que ça dérape. D'accord. Voilà. Tu prenais sur toi. Je prenais sur moi. Voilà. D'accord. Et c'était ma façon aussi de chercher finalement, peut-être de l'amour aussi, finalement, d'être conforme à ce que les autres attendent. D'accord. Voilà. C'est quand tu as été jeune adulte que tu as commencé à t'intéresser au yoga ? Oui, tout à fait. En fait, finalement, c'est ma thérapeute qui, tout de suite, elle m'a dit ce serait bien qu'en parallèle d'un travail thérapeutique, tu fasses aussi une activité qui soit plus centrée sur le corps. Et comme moi, finalement, depuis toute petite, le yoga, même si on n'en parlait absolument pas à l'époque, c'était quelque chose qui était là en moi. Voilà, quand j'étais petite, je regardais... des images
de l'Inde, sans savoir en fait, j'avais des images d'un pays que je ne connaissais pas. Oui, et d'accord. en fait, c'est peut-être à l'adolescence, en feuilletant les petites, comment ça s'appelait, les petits livrets où il y avait des voyagistes en fait qui proposaient des voyages en Asie. Tu as vu les images d'Inde? J'allais toujours vers l'Asie. Ouais. Quand je pouvais en récupérer sur l'Asie, je regardais ça, et quand je voyais les images de l'Asie et tout particulièrement de l'Inde, j'avais l'impression de me dire ah ça y est, c'est ça, un jour j'irai, il faudra que j'y aille. Ouais, tu sentais que c'était déjà en toi. C'est ça. Ouais. Et la seule chose que je me disais, il faudra que tu le fasses avant 30 ans. Comme s'il y avait une date, et qu'au-delà, si je n'arrivais pas à le faire avant, peut-être que j'aurais jamais le courage d'y aller. Ouais. Mais je savais déjà, par contre, qu'il me faudrait beaucoup de courage pour réaliser ce rêve de petite fille, en fait. Voilà, donc le yoga est venu finalement à 25 ans. Au cours de ma thérapie, il est venu se juxtaposer parce que du coup, j'étais déconnectée de mon corps, moi, quand même enfant. Du coup, pour différentes raisons, des traumas d'enfance. Et du coup, je pense qu'elle a tout de suite senti que cette reconnexion au corps était importante. Pour que je m'en rende compte, que je le réalise, que je le conscientise. Et donc, quand est-ce que tu as rencontré le papa de Raphaël ? Alors beaucoup plus tard, puisque moi, j'ai rencontré le papa de Raphaël, j'avais 37 ans, je crois. Okay. Voilà, donc beaucoup plus tard. Ouais. Moi, toutes ces années qui ont précédé, on va dire, ça a été des années de reconstruction par rapport à des blessures. Ouais. Et de trouver ma place, de prendre ma place, d'oser vivre pour moi. Voilà. De me réconcilier avec mon féminin. Et puis, effectivement, cette rencontre a eu lieu à ce moment-là, à 37 ans. Ouais. Et vous avez parlé d'avoir des enfants assez rapidement ? Non, parce que tout simplement, lui, il avait déjà 4 enfants, donc il n'avait pas le désir d'avoir d'autres enfants. Okay. Et puis moi, dans ma reconstruction, on va dire que la maternité n'était pas une évidence pour moi. D'accord. Je pense qu'en grandissant, jeune adulte, jeune femme, je me disais peut-être que j'aurai un enfant. Si j'en aurai un. Je disais d'ailleurs, il sera différent. Ou j'en aurai pas. En soi, voilà. Les choses dans ma tête, elles étaient placées plutôt sous cet angle-là. D'accord, ouais. Et donc tu tombes enceinte à quel âge alors ? Rapidement, après la rencontre du papa de Raphaël, je tombe enceinte 1 an après. D'accord. Globalement. Et comment se passe ta grossesse ? Alors, ma grossesse, comment elle se passe ? C'est quand même un bouleversement sur le moment. Dans les premiers temps, parce qu'effectivement, en soi, c'était pas une grossesse attendue. Voilà, je peux aujourd'hui le dire. Et en même temps, quand j'apprends que je suis enceinte, je suis à une période de ma vie où finalement, cette relation que j'ai avec le papa de Raphaël n'est pas épanouissante du tout. Donc je suis plutôt dans cette perspective de reprendre ma liberté. Et cet enfant arrive. Okay. Et en même temps, quand cet enfant, j'apprends que je suis enceinte, il est évident pour moi que je vais le garder. Oui. Voilà. Il n'y a aucun doute là-dessus, en fait. La question est peut-être sur votre couple. Oui. Est-ce que tu vas intégrer le papa ou pas ? Oui, et en même temps, moi, de par mon histoire, j'ai perdu mon papa, j'avais 12 ans. Et donc, j'ai grandi avec le manque d'un papa, voilà, et le manque d'une famille. Donc, en fait, la seule chose, moi, qui m'importe à ce moment-là, finalement, c'est de me dire, ok, je vais devenir maman, je vais offrir à mon fils ce que je n'ai pas eu, une famille et quelque chose de solide. On verra par la suite que... peut-être pas ça. On ne fait pas ce qu'on veut. Voilà. La vie décide pour nous. Donc pendant ta grossesse, pour Raphaël, tout se passe bien ? Il n'y a pas de complications ? Alors, il n'y a pas de complications, non. La grossesse se passe bien. Moi, c'est vrai que dans les premières semaines, en fait, je me projette déjà dans l'accouchement, me dire, oh là 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 là, appréhender un peu vraiment l'accouchement. Voilà, parce que j'avais entendu des amis, des copines qui m'avaient raconté leur accouchement.
Donc ça mettait une espèce de pression de poids et je me dis oh là là mon Dieu, au secours. Qu'est-ce que je devais devoir faire? Voilà. Et en fait très vite je prends conscience de ce stress que je peux me mettre et du coup j'arrive de moi-même à me responsabiliser et à me dire bon écoute, c'est pas tout de suite. Il y a des mois à vivre et donc je mets ça de côté finalement et je vis chaque moment de ma grossesse le mieux possible. Ouais. Bon, à part les 2 premiers mois où il y a eu des nausées, Ouais. voilà. Mais sinon, oui, la grossesse s'est plutôt bien passée et je me suis sentie très vite en fait connectée avec ce petit être qui grandissait en moi. Je lui parlais, je communiquais beaucoup avec lui. Voilà, il y avait déjà un échange, un lien qui s'installait, j'imagine, comme toutes les mamans. Tout à l'heure, tu disais, quand je m'imaginais à 15 enfants, je pensais qu'ils seraient différents. Est-ce que là, tu as aussi cette sensation quand tu es enceinte? Il n'y a aucune appréhension. Il y a effectivement sans doute cette sensation que c'est un lien particulier, mais en même temps, en fait, je me pose pas plus de questions que ça parce que finalement, je me dis, toutes les mamans vivent sans doute ce lien particulier pendant leur grossesse. Donc, pour moi, c'est normal en fait. Ouais. D'accord. Et ton accouchement se passe bien aussi? Alors, l'accouchement se passe bien. Oui, et en même temps, ça se finit par une césarienne, tout simplement parce que il n'y a aucun travail qui se fait et qu'on est arrivé au terme. Dans mon suivi de grossesse, effectivement, quand on arrive au terme, j'ai un rendez-vous et on me dit bon, il n'y a rien, le travail ne se fait pas, donc bon, on va lui laisser le temps de venir. Donc il y a un rendez-vous 2 jours plus tard. Il se passe toujours rien. Donc on me dit, on va encore lui laisser le temps de venir. Et puis là, au 4e J+4, on me dit, bon là, il se passe toujours rien. Mais donc, à J+4, on est un mercredi. Et on me dit, bon, on va lui laisser le temps de venir, encore. Et sauf qu'on me dit, le prochain rendez-vous, c'est vendredi. Donc par contre là, s'il ne s'est rien passé là sur la journée du mercredi après-midi, du jeudi, on sera obligé d'envisager une césarienne parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser passer le week-end et que du coup on soit sur un délai qui soit trop long après le terme. Donc en fait, il est convenu que si c'est rien passé le jeudi, que le jeudi soir, je vienne à la maternité et la césarienne est programmée le vendredi matin. Et pas de déclenchement Non, pas de déclenchement. Non, tout simplement parce qu'il se présente par le siège. D'accord, ok. Ouais, ça marche. Et donc cette rencontre Cette rencontre, déjà, ce qui a été vraiment une chose vraiment... je ne sais pas quel mot mettre, mais bien dans le sens où j'accouche à la maternité de Cognac, donc une maternité où on prend en compte en fait le projet de naissance. Donc j'ai quand même pu réfléchir à la façon dont j'avais envie que cet enfant vienne au monde. Et j'ai pu échanger avec une des sages-femmes et quand on se retrouve dans la situation de la césarienne, elle me dit « Vous inquiétez pas ». On va respecter au maximum toutes vos demandes. Ce que tu avais demandé. Voilà, dans la mesure où ce qu'on pourra faire sera possible. Voilà, sera possible. Et donc ça a été vraiment quelque chose de bien. Et puis cette sage-femme était là le jour de l'accouchement. Je ne savais pas, ça dépendait du planning. Des gardes. Et elle était là. Et ça, c'est chouette d'avoir pu avoir un lien particulier avec une personne et de se dire que cette personne est là ce jour-là. Et du coup, quand on me le présente... en fait, je me souviens que je dis quelque chose du style « Ah, tu t'es fait tout beau, tu es comme... comme t'auras voulu, en fait... en fait, je pense que jamais j'ai imaginé la tête qu'il aurait ou quoi que ce soit. Et en même temps, c'est comme si ça correspondait à l'enfant que j'avais dans mon cœur et que... dans ce qu'il dégageait, il était déjà ça, en fait. Voilà. C'est ce que t'attendais. Il était comme je ne l'avais pas imaginé, mais comme je l'avais au fond de moi, dans mon cœur. Du coup, le papa de Raphaël est là avec toi ce jour-là? Non, il n'est pas là.
parce qu'effectivement, son métier l'a appelé en fait pour plusieurs mois à l'étranger. D'accord. Donc, en fait, j'accouche toute seule. Ouais. Et je fais face, on va dire, au premier jour toute seule. C'est difficile pour toi, ce moment-là? En fait, je pense que le lien, moi, je l'avais déjà créé avec mon fils, hein, et que donc les derniers mois où le papa n'est pas là, en fait, moi, ce lien avec cet enfant, il a continué à se construire, même sans le papa, finalement. Donc, en fait, on va dire que de par la relation, de ce qui s'était déjà passé dans la relation, je suis peut-être déjà loin de cette relation. C'est-à-dire que, en fait, j'ai envie que ça marche. Hein. Ouais. J'ai déjà compris des choses, même si je ne veux pas me les avouer sur le moment. C'est après qu'on réalise ce qu'on vit dans une relation, mais je suis dans ma relation de maman avec cet enfant. Voilà. Et donc, tu rentres à la maison avec Raphaël. Oui. Voilà. Comment ça se passe, vos premiers jours ensemble? Alors, avant de parler des premiers jours, finalement, moi, je suis restée là quelques jours supplémentaires à la maternité, tout simplement parce que, effectivement, dès la maternité, quand même, ils lui font faire le test des réflexes archaïques. Ils se rendent compte, en fait, que c'est bon, mais en même temps, il y a des choses qui les interpellent, hein, comme sa fontanelle qui est anormalement grande, ouverte. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Que cet enfant a ouvert les yeux au bout de 3 jours. Hein. D'accord. Ce bébé a ouvert les yeux au bout de 3 jours. Hein. Et que finalement, il ne se nourrit pas spontanément. En fait, cet enfant dort quasiment tout le temps. Oui, il ne va pas se réveiller parce qu'il a faim. Il ne se réveille pas, il ne pleure pas. Il faut le stimuler pour... Il y a une des nuits où il fait à cette période-là très très chaud, on est dans un printemps précoce, là au mois de mars, il est né le 23 mars, donc dans la maternité il fait très chaud et je sais que le matin le personnel soignant passe et me dit mais il s'est pas réveillé, je dis non il a dormi et effectivement ils sont un peu... Ils s'interrogent parce que tous les bébés ont hurlé parce qu'il faisait très chaud. Voilà, ça a été une nuit plutôt agitée. Et nous, on a été un peu comme dans une bulle, en fait, où tout était calme. D'accord. Voilà, et donc, effectivement, on m'encourage à rester quelques jours supplémentaires pour pouvoir un peu surveiller, faire des tests un petit peu. Mais il n'y a rien qui ressort. Donc, au bout d'une semaine, on me laisse rentrer à la maison. Et Raphaël est toujours... très calme quand tu sors? Très calme. Pareil, il faut le réveiller. Raphaël dort tout le temps. D'accord. Ouais. Raphaël dort tout le temps. Ok. Et quand il se réveille, eh bien, il est calme, hein. Il pleure pas en fait. C'est un bébé qui ne pleure pas. Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'on me dit, ça va les nuits? Oui, ça va. Voilà. Et donc, Raphaël, je pense qu'il fait un suivi classique avec un pédiatre ou à la PMI. Alors, il y a un suivi avec la PMI, et puis après, c'est pas un pédiatre, c'est mon médecin généraliste, mais qui m'a suivi pendant ma grossesse aussi. Et là, à ce moment-là, déjà, en fait, il y a encore des signes. Est-ce que les signes qui avaient été trouvés à la maternité se continuent un petit peu ou... En fait, moi, pendant, on va dire, 6 mois, alors, il y a une partie de moi qui s'interroge, hein, parce qu'en fait, il y a ma belle-sœur qui a été enceinte en même temps que moi. Oui. Donc, on a une grossesse parallèle. Hein. Oui, les enfants ont à peu près le même âge. Ils ont 1 mois d'écart et 1 jour d'écart. D'accord. Donc, du coup, effectivement, moi, je me retrouve, en fait, à écouter, à partager avec ma belle-sœur, en fait. À comparer un petit peu... comparer, non, mais à exprimer chacune ce qu'elle vit à travers ses premiers jours, ses premières semaines, ses premiers mois de l'arrivée d'un bébé. Et là, quand je l'écoute, moi, je réalise que je ne vis pas du tout la même chose. C'est-à-dire que Raphaël dort beaucoup. Et elle me dit, oh là là, t'as vu, tous les jours, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et là, je me dis, mais non, mais moi, il se passe rien. D'accord. Donc ça, c'est vrai que dans mon esprit, je me dis, ah, bon. Donc j'en parle effectivement à mon médecin généraliste.
À chaque fois que j'y vais, elle me dit quelque chose qui est quand même pertinent. Il ne faut pas comparer les enfants. Chaque enfant avance à son rythme. Mais en même temps, il y a toujours cette petite voix au fond de moi. Donc là, c'est vrai que je me tourne aussi vers le papa qui a eu 4 autres enfants. Donc je lui demande, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est normal? Ça. Je pointe des choses qui n'ont pas l'air de se produire et qui devraient se produire. Et là, j'ai pas du tout de soutien. D'accord. Parce que lui, il sait plus trop et puis il considère que c'est normal et que faut pas chercher plus loin. Ouais, voilà. Okay. Donc moi, je crois que c'est à ces 6 mois là où, quand je retourne chez le médecin généraliste, là, elle me dit, là c'est vrai que si on regarde, parce que oui, je crois que c'est 6 mois, hein. Raphaël doit avoir 6 mois et je sais pas si c'est 5 ou 6 mois, mais en tout cas, il y a une période où un bébé, là, il commence à se passer vraiment beaucoup de choses. Ouais. Et Raphaël, à ce moment-là, ne tient toujours pas sa tête. Et là, elle me dit, oui, là, on est quand même face à une situation où il n'y a aucune évolution depuis le mois dernier. D'accord. Et donc là, elle me dit, écoutez, pour pas prendre de risques, vous allez prendre rendez-vous avec un neuropédiatre. Et donc, là, après, tout s'enchaîne très vite. Et qu'est-ce qui te dit alors, ce neuropédiatre? Je vais toute seule. Ouais. Et ce neuropédiatre fait certains tests moteurs. Ouais. Il me dit qu'il y a effectivement un décalage par rapport à un bébé de cet âge-là. D'accord. Alors, moi, j'ai entendu, après, je ne sais pas, on peut des fois entendre des choses et en comprendre autre chose, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est s'il y a un problème, de toute façon, là, dans les mois qui vont venir, ça va être flagrant. D'accord. Donc, moi, je repars avec ça, en sentant qu'il y a un problème, en étant du coup convaincue qu'il y a sans doute un problème. Ouais. Et en même temps, il y a une partie de moi qui ne veut pas qu'on lui vole ce moment de lien avec cet enfant. Voilà, et l'espoir que peut-être qu'il y a un problème, mais que ça va se résoudre. Ça va se résoudre tout seul. Voilà, ça va se résoudre tout seul, oui. D'accord. Et est-ce qu'en parallèle de ce rendez-vous, tu as d'autres examens à faire à Raphaël? Une prise de sang, quelque chose? Alors oui, bien sûr, là tout s'enchaîne en fait. D'accord. À partir du moment où il y a le rendez-vous avec ce neuropédiatre, il y a un suivi qui se met en place avec des bilans sanguins pour essayer de faire des recherches, pour essayer de comprendre effectivement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, s'il y a quelque chose. Et puis, il y a la mise en place, on va dire, du COMS, donc la structure qui est à Saintes, où il y a de la rééducation qui est mise en place. C'est pour les enfants de 0 à 6 ans, pour pouvoir, on va dire, accompagner l'évolution qui ne se fait pas, justement. Ouais. Le COMS, c'est une équipe pluridisciplinaire, c'est ça? Avec ergothérapie, psychothérapie, tout ça, il y a tout un... Tout ça. Au début, ça se base essentiellement que sur de la kiné. Ouais. Voilà, mais après, effectivement, il va y avoir l'ergothérapie et puis il y aura de l'orthophonie, pas longtemps, mais il y aura de l'orthophonie jusqu'à ses 6 ans. Déjà, dans ces premiers mois, dans ce COMS, tu trouves qu'il n'y a pas d'évolution? Concrètement, moi, au fur et à mesure, en fait, les mois passant, je vois en fait le retard de Raphaël. Je prends vraiment conscience du retard de Raphaël. Je comprends que une séance de kiné par semaine, ça va pas nous amener bien loin. Donc, on me suggère quand même des séances de kiné en libéral. Donc, chose que je mets en place. Et en même temps, je vais pas continuer très longtemps, tout simplement parce que sur une séance d'une demi-heure, entre une kiné qui répond au téléphone et qui va voir un autre patient, en fait, je me dis, je passe un quart d'heure de route aller, un quart d'heure de route retour, et que j'ai l'impression que, on fait pas grand-chose, quoi, en fait. Parce que là, concrètement, Raphaël, quels sont ses symptômes? Est-ce qu'il peut bouger? Est-ce qu'il peut communiquer? Alors, au niveau de son corps, de lui-même, il reste allongé tout le temps sur le dos. D'accord. C'est déjà comme s'il n'y avait pas de muscle, en fait, de force musculaire
un petit peu? C'est au-delà de ça, moi, je dirais. Alors, il y a ça, oui, mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, dès les premiers jours, je sens que cet enfant est dans une hypersensibilité. D'accord. C'est-à-dire que je me rends compte que le soir, quand il est dans son lit, dans sa chambre, qui est au bout du couloir, et qu'on est la famille en train de manger, Oui. et qu'on met par exemple des couverts qu'on range dans le tiroir, Oui. ça fait un petit clic, et je sens que je l'entends, je le ressens, qui réagit à tout ça. Le moindre bruit, c'est... Voilà, Ouais. c'est comme si tout devenait pour lui agressif. D'accord. Et donc, moi, je ne cesse effectivement de sensibiliser le monde, cette famille autour de moi, à ça, qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas faire de bruit, que, voilà, donc, comme pour le préserver. Voilà, et en même temps, effectivement, cette hypersensibilité fait que c'est un enfant qui ne cherche pas à évoluer, qui ne cherche pas à bouger, qui est dans sa bulle. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le décrirais, c'est qu'il était dans son monde, dans sa bulle, et que même au niveau du regard, il restait, moi, pour rentrer en lien avec lui, fallait que je m'approche de son visage et que je mette mes yeux à 15 cm de son regard, et là effectivement il est rentré dans mon monde, et du coup ça a été, voilà, moi j'ai senti que pendant longtemps, mais j'ai envie de dire tout au long de sa vie, mais effectivement il a lâché de plus en plus, sa bulle s'est agrandie, mais il y avait cette sensibilité chez lui. Et est-ce que à cette période-là, quand il est tout petit, pour toi c'est difficile justement d'avoir du mal à créer... Alors, parce que le lien, je pense que tu l'as depuis très longtemps, mais cette connexion plutôt, on va dire, physique, de contact, est-ce que c'est pesant pour toi, ou tu t'accroches encore à ce lien fort que vous avez eu dès le départ, ou tu as l'impression qu'il te manque quelque chose et c'est dur? Alors, j'ai envie de te dire que moi, je vivais tout comme c'était. Et en même temps, ça n'en restait pas moins très difficile. Voilà. Ça peut paraître paradoxal, mais en même temps, effectivement, j'étais capable de vivre ce quotidien et de pouvoir... parce que le lien, il était là, en fait. Moi, quand je m'approchais de lui, il y avait cette connexion. C'est un bébé qui a souri très vite, malgré tout. Oui. Donc du coup, ce sourire, moi, peut-être qu'il a même souri plutôt qu'un autre enfant finalement. Et je sentais, en fait, j'avais l'impression que je comprenais son monde à lui. D'accord. Voilà. Moi, j'ai toujours été très sensible aussi, et donc j'ai toujours été très sensible aux gens différents. Et donc, moi, c'est quelque chose qui était facile pour moi, du coup. Voilà. Oui, donc il était dans sa bulle, mais toi, tu arrivais à y rentrer. Complètement. Ouais. Complètement. D'accord. Et du coup, moi, en rentrant dans sa bulle... Et il arrivait à se connecter vraiment à moi, et donc je pouvais le faire venir, moi, dans le monde, dans ma bulle, ou dans une bulle qui était la vie. Voilà. Mais ça a pris du temps, et voilà. Et donc, est-ce que vous avez un résultat de ces tests génétiques? Alors ça a pris longtemps, les résultats sont arrivés en 2019. Il a à peine 2 ans quand il y a un premier résultat qui tombe, où il y a quelque chose qui a l'air de ressortir. Ça a été le premier deuil, on va dire, parce que le neuro évoque une problématique avec... alors je ne sais plus s'il nomme la maladie, je ne sais plus comment ça se passe, mais du coup, moi, j'ai le nom d'une maladie dans la tête. Et il me dit, on va pas en parler tout de suite, on va refaire un test pour voir si ça se confirme. Et si ça se confirme, dans ce cas-là, j'évoquerai avec vous ce que c'est que cette maladie. Mais comme j'ai le nom de cette maladie, quand je vais voir mon médecin généraliste, alors je ne sais pas si c'est moi ou si c'est mon médecin généraliste qui a le nom de cette maladie dans le dossier, voilà. Et donc, moi, j'ai besoin de savoir. Oui, tu poses des questions. Je me pose des questions et j'ai besoin de savoir. Cette maladie, je me souviens encore de son nom. Et donc, on fait ce qu'il faudrait pas faire, mais on peut pas s'empêcher d'aller chercher sur Internet. Et je vois que les pronostics pour cette maladie sont
sont lourds, puisque l'espérance de vie, c'est maximum 18-20 ans. D'accord. Et c'est ce qui va être confirmé par ce deuxième test? Ce ne sera pas ce qui sera confirmé par ce deuxième test, mais en même temps, entre le premier test et le deuxième test, il se passe 6 mois. D'accord. Donc pendant 6 mois, il se passe dans la tête beaucoup de choses. Voilà. Et puis parce que on est quand même au cœur du handicap, de la réalité de ce que ça veut dire, et qu'on sait qu'au fond de soi, on peut vivre longtemps avec un handicap, mais dans certains cas, certaines maladies, on ne vit pas longtemps avec un handicap. Voilà. Donc ça, c'est effectivement présent, moi. Ouais, là, ça s'ancre un petit peu en toi. Ça s'ancre, et puis du coup, c'est un premier deuil. C'est de se dire que... Alors, j'ai toujours eu conscience que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain dans la vie. Enfin, voilà... on va dire, mon histoire personnelle depuis mon enfance m'a mis face à des choses où tout peut s'arrêter. Donc, j'ai très vite eu cette conscience que chaque moment est important. Et depuis longtemps, je prends toujours le temps de m'interroger sur... qu'est-ce qui est essentiel pour moi, là, aujourd'hui, dans ma vie? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que ce que je vis, c'est en accord avec ce que je suis? Voilà. Donc, c'est mis au point. Je ne dis pas que je l'ai fait tous les jours, mais presque. Donc oui, ça m'amène à plus d'intensité dans cette réalité de profiter et de faire que chaque jour soit un jour heureux. Donc, est-ce que vous finissez par avoir un diagnostic précis pour Raphaël? Oui. En 2019, quand effectivement la science a beaucoup évolué, la médecine a beaucoup évolué avec les recherches sur le génome. Et donc là, on a un retour sur une maladie génétique rare qui touche le gène NALCN. Et la seule chose, c'est qu'il y a très très peu de cas au monde. Je crois les cas ne sont même pas recensés, a priori, mais il y en a moins de 5, et que Raphaël se trouve en plus dans une rareté dans cette maladie génétique rare. Oui, il y a des sous-catégories un peu. C'est ça. Donc du coup, on n'a aucun recul. Il n'y a pas de comparaison possible. On ne peut pas comparer, on ne sait pas. D'accord. On ne sait pas, voilà. Alors après, moi, c'est vrai que je sais que... Parce que j'ai croisé beaucoup de familles touchées par le handicap avec un enfant en situation de handicap et pour qui c'était très important d'avoir un diagnostic. Moi, oui, je faisais les démarches, voilà, mais ça ne m'a pas empêché de vivre et je savais que de toute façon, un diagnostic, ce serait qu'un mot. Oui, et qu'il n'y aurait pas de solution derrière, très probablement. Donc, en soi, voilà, moi, ça n'a pas changé la face du monde d'avoir un diagnostic. Et concernant l'espérance de vie donc de Raphaël, est-ce que là, ça change la donne ou ça reste un petit peu sur ce qu'on t'avait dit au départ? Alors, est-ce qu'on te parle de ça ou pas? Non, parce qu'on n'a pas de recul en fait sur cette maladie. La maladie, en fait, de mémoire, il me semble qu'elle a été découverte en 2012, l'année de naissance de Raphaël. Donc une maladie qui est découverte, voilà. C'était hier, quoi. Voilà, c'était hier en fait. Donc il n'y a pas de recul, il n'y a pas de très peu de cas. Je crois que moi, en faisant des recherches de mon côté, j'ai pu en identifier un cas aux États-Unis. Voilà, donc autant dire, très voilà. Donc oui, non, ça ne donne aucune information, si ce n'est des choses qu'on a pu observer, c'est-à-dire que un retard psychomoteur, qu'il y a un risque de spasticité, chose que Raphaël n'a pas du tout depuis sa naissance, puisqu'il est très souple. Dans mon ventre, à la deuxième échographie, il était en tailleur. Petit clin d'œil à maman. Et donc, il est très souple. Et puis, dans la rééducation, moi, je m'engage dans sa rééducation, finalement, en tant que maman au quotidien. Donc, du coup, cette souplesse, elle s'entretient, c'est une continuité, finalement. Voilà. Alors, on va reprendre un petit peu à ce moment-là, donc quand Raphaël est petit,
Là, tu étais professeur de yoga à ce moment-là? Oui, oui, oui. Est-ce que tu reprends ton travail au début ou est-ce que là, ou dès le départ, tu dis là, je reprends pas? Oui, alors moi, ce qui était important pour moi, c'est vrai que pendant ma grossesse, il y avait beaucoup de gens autour de moi qui s'interrogeaient sur le fait si j'allais continuer ou arrêter de travailler. Ouais, Moi, c'était évident pour moi que j'allais continuer à travailler. d'accord. Voilà, ça c'était évident que euh, pour moi, mon activité, c'est pas un travail. Ouais, Donc à partir du moment où c'est pas un travail, une mais contrainte, ouais. c'est ce qui a du sens en Ouais, moi, voilà, c'était évident qu'il y avait une continuité. Mon temps de travail s'aménage autrement. Je supprime certains cours ouais, pour pouvoir me rendre plus disponible. Parce que je veux pouvoir accompagner Raphaël à ses rendez-vous. Il y a quand même beaucoup de rendez-vous quand on est face au handicap, entre la rééducation et puis les prises de sang, parce qu'il y en a régulièrement. Il y a tout un tas de rendez-vous en fait qui ponctuent une semaine. mm. Et quand c'est pas toi qui s'occupe de Raphaël, qui s'occupe de lui? Alors les Qu'il est premiers petit. mois, c'est ma mère. D'accord. Et puis très vite, elle se sent un peu débordée parce que elle est âgée quand même, et Ouais, donc le bébé grandissant, euh, elle me demande de trouver une autre solution. Donc c'est ce que je fais en embauchant finalement, on finit par embaucher une personne qui va prendre le relais à la maison mhm, quand moi je pars travailler. d'accord. Et petit à petit, tu laisses ton activité de côté ou tu arrives toujours, quand Raphaël va grandir, à garder un petit peu ta vie professionnelle ou tu vas être obligé à un moment de la mettre de côté? Non, j'ai toujours gardé. Ouais. J'ai toujours aménagé, effectivement, peut-être Mm. de plus en plus, mais j'ai toujours maintenu. Ouais, C'était essentiel pour moi parce que je savais que moi, par rapport à ma façon d'être et de fonctionner, que si je lâchais ça, je ne trouverais pas les ressources après pour ouais. accompagner Raphaël. Oui, c'était ta soupape de... Ouais, c'est ça. C'était ma soupape pour moi, mais c'était ma soupape aussi d'être en lien avec le monde, avec la Ouais, vie, avec la société, ouais, d'avoir une vie à l'extérieur de la maison. oui, Moi, je pense que j'ai mis tellement de temps dans ma vie à trouver cet espace pour m'ouvrir et oser être moi, à trouver un espace de liberté, que là, je pouvais pas revenir en arrière. ouais. Voilà, je pense que c'est marrant quand je te raconte ça, du coup ça résonne sur des choses, c'est-à-dire que je pense que des fois, le recul, moi, c'est ce qui me permettait finalement de voir en fait ce que cet enfant vivait, l'évolution, là où il fallait agir, d'être beaucoup plus dans le juste. Oui, ça te permet de prendre de la hauteur en fait. C'est ça, c'est Prendre de la ça. hauteur et tu observes C'est ça. ce qui est en cours. Alors que quand on est dedans, Oui. eh ben, moi je savais que c'était quelque chose qui allait me faire douter. Mm. Voilà. Mm. Et c'est vrai pour tout dans ma vie. Ben oui, bien sûr. Voilà, quand on est dans quelque chose, effectivement, Il y a toujours un moment où on est obligé de s'arrêter et de, comme tu dis, prendre du recul, de la Ouais, hauteur ouais. et d'observer. Ouais. Et ton entourage, est-ce que tu es soutenu? Est-ce que les gens se rapprochent de toi? Est-ce que tu en as qui partent, qui ont peur du handicap? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui partent, qui s'éloignent du handicap je crois pas. En tout cas, j'ai pas souvenir. Mhm. Et si ça a pu se produire, par chance, je crois que j'ai été suffisamment solide pour pas y prêter spécialement attention, pour pas que ça Oui, m'affecte. d'accord. Voilà. En me disant, parce qu'effectivement, je sais que des mamans m'ont confié ça, que quand on va faire des courses avec un enfant en situation de handicap, il y a le regard des gens. Alors moi, ça m'est toujours passé au-dessus de la tête. Mm. Parce que en fait, moi je trouve qu'il y a tellement de richesse dans la différence. Voilà, moi j'ai toujours été curieuse en fait de Oui, ce qui est ça, pas de c'est ta façon de voir les choses. Ouais. Mais oui, d'être c'est dans vrai la que- norme en fait. Voilà, la norme moi m'intéresse pas Ouais. spécialement, donc. Mais oui, il y a des gens qui peuvent justement être effrayés par la différence aussi. Ouais. Mm. Et puis moi-même, je me suis aussi retrouvée dans cette situation. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais à partir du moment où je commence à mettre en place de la rééducation intensive pour Raphaël grâce à l'association qui a été créée, du coup, je me retrouve dans des contextes où il y a
que des enfants en situation de handicap. Et je me souviens que la première fois que je me retrouve dans ce lieu et que je vois tous ces enfants autour de moi, intérieurement, ça me semble hallucinant, mais je me dis « Mais non, mais Raphaël, il n'est pas comme eux. » Voilà, comme si c'était pas possible, comme s'il y avait quelque chose où on croit que son enfant est différent. Voilà. Et oui, il est différent, ils sont tous différents, mais là, on est dans un contexte où tous les enfants sont handicapés à divers degrés, bien sûr. Et le papa de Raphaël, à ce moment-là, il est toujours présent près de toi quand Je Raphaël me sens très grandit. seule. Je me sens moi très seule de toute façon, du début à la fin, où je lui parle beaucoup, ne serait-ce que ce premier rendez-vous avec ce généticien, je lui demande d'être présent, il me dit qu'il ne pourra pas être là. Voilà, les rendez-vous, il me place dans ce rôle de devoir tout gérer, tout faire. Hein. Parce qu'il a peur, tu penses ? Je sais pas. Non, parce que je pense qu'en fait... peut-être qu'il appartient à cette génération, et je crois que c'est même pas une question de génération, c'est un homme qui est là pour ses enfants, mais uniquement pour... le côté matériel. Pour le côté matériel, voilà. Okay. Mais du coup, effectivement, là, moi, je me sens seule, tout simplement parce que je me sens du devoir d'assumer avant tout mon fils, qui me demande de plus en plus de temps et d'énergie. Et en même temps, il faut que je continue d'assurer des enfants, ses enfants à lui, qui sont jeunes, mais certains commencent à être des jeunes adultes. Et donc, il y avait entre 10 et 20 ans de différence entre la plus jeune des sœurs et l'aîné des frères. Et donc, vous finissez par vous séparer au bout de quelques années ? Oui. Oui, parce que moi, je lâche de plus en plus, en fait, toutes ces responsabilités qui ne m'incombent pas, en fait. Voilà. Même si, je dis je lâche, mais en fait, je continue dans les faits. Parce qu'on ne peut pas lâcher des enfants, voilà, même si ce n'est pas les siens. Je continue, mais j'exprime de plus en plus le fait que je ne peux plus et que j'ai besoin d'aide et que j'ai besoin de soutien et je ne suis pas entendue. Je suis même humiliée, rabaissée. Et bien plus. Et est-ce qu'il a quand même gardé une place de papa pendant toutes ces années ? Moi, je me demandais que ça, qu'il garde sa place et qu'il prenne sa place de père. À la séparation, je me souviens qu'il y a quelque chose qui s'est joué pour lui, dans le sens où il a commencé à imaginer, à penser que j'allais lui enlever cet enfant. D'accord. Sachant que c'est lui qui prend l'initiative de la séparation, puisqu'il a rencontré quelqu'un. Donc c'est lui qui part. Voilà. Et moi, je me souviens de lui dire « mais non, mais ne t'inquiète pas, ta place de père... je veux que tu la prennes. Au contraire, je ne tends que ça. Pour Raphaël, parce que Raphaël a un papa, donc le père doit être présent. Voilà. Oui, et puis c'est ce que tu voulais... Voilà, c'est ça. Donc, de ta construction de petite fille, c'est toi ce que tu voulais en tant que femme. C'est ça. Est-ce qu'il a réussi ? Alors il a réussi, oui, parce que contrairement à beaucoup d'hommes qui, quand on annonce le handicap d'un enfant, dans bien des cas, l'homme s'en va, et il n'y a plus personne, et il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus de responsabilité, il n'y a plus rien. Donc lui, oui, il a assumé cette part en prenant Raphaël un week-end sur 2, et puis les vacances, et puis parce que moi, je ne lui ai pas laissé le choix. Voilà. Et je lui ai demandé, après la séparation, de se rendre disponible pour tous les rendez-vous médicaux que je considérais importants. Donc pas le suivi, on va dire, ponctuel mais les grands rendez-vous, les grands rendez-vous, que ce soit le neuro, le généticien, voilà, il y a certains rendez-vous, pour aussi que lui, eh bien, comme il n'avait pas pris part à la vie de Raphaël, dans le quotidien, dans l'aspect handicap, on va dire, les premières années où il m'avait complètement délégué cette tâche-là, eh bien, lui, prenant sa part les week-ends et les vacances, il fallait un minimum qu'il ait des informations pour pouvoir
avancer avec lui le plus justement possible. Hein. Donc c'était pour lui, pour le papa, mais c'était aussi dans l'intérêt de l'enfant, voilà, clairement. Donc Raphaël, tu me disais, il nécessite du coup beaucoup de soins, notamment de rééducation, c'est ça? Oui, Ouais. beaucoup de... Effectivement, avec un retard psychomoteur, il faut déjà mettre en place de la rééducation, donc de la kinésithérapie. Ensuite viendront se greffer, je crois que ça a d'abord été l'ergothérapie, et ensuite l'orthophonie, et ensuite la psychomotricité aussi. Et il y aura ensuite des éducateurs, éducatrices spécialisés qui viendront aussi sur tout ce qui est plutôt cognitif du coup. Et alors tout ça, ça s'organise à la maison? Ou tu vas... Il y a les deux. Il y a des choses qui se font à l'extérieur en cabinet, et puis il y a des choses qui se font à la maison. Ouais, ok. Ouais. Et en parallèle de tout ça, est-ce que toi, par exemple, les jours où il n'y a pas kiné, toi, tu lui fais faire aussi des exercices? Ouais. Tu es formée aussi, du coup Alors, je suis formée, non, je ne suis pas kinésithérapie. Oui. Pardon. Je ne suis pas infirmière non plus, je ne suis pas ergothérapeute non plus, je suis rien de tous ces métiers autour du handicap, mais en même temps, toutes les mamans qui sont confrontées à ça finissent par... Tu observes et tu apprends... Oui, et puis c'est vrai que la première kiné au CAMS, où très vite elle me dit, bon, vous allez rester là, les premières séances avec moi en séance, mais après les parents ils restent en salle d'attente. Le temps de la séance. Et puis en fait, elle a dû le faire 1 ou 2 fois, et puis elle m'a dit, non, revenez avec moi. Elle m'a dit, je fais une exception avec vous parce qu'elle a compris en fait que j'allais beaucoup m'investir dans la rééducation de Raphaël, et donc elle m'expliquait tout ce qu'elle faisait et elle me disait, regardez, voilà, on peut faire ça, ça, pour ça. Donc en fait, je me suis sentie effectivement accompagnée aussi dans l'accompagnement de Raphaël. Pour l'accompagnement de Raphaël. Donc, et puis effectivement, avec toutes les rééducations intensives qui ont pu être faites après, entre ces 2 ans et ces 8 ans, eh bien, on apprend aussi avec les professionnels, on apprend beaucoup. J'ai pas du tout la prétention d'avoir... leurs compétences, mais en tout cas... à force de voir. De voir, et puis mon métier aussi quand même fait que j'avais quand même des bases sur le corps. Et est-ce que Raphaël, tu parlais, il faisait de l'orthophonie, est-ce que il parle un petit peu? Alors Raphaël ne parle pas, par contre c'est vrai qu'il y a eu des périodes où il y avait des sons qui sortaient de sa bouche, beaucoup de sons, et il y a eu. Je me suis souvent demandé si c'est moi qui avais rêvé, mais des fois il y a eu des témoins, et c'est les témoins qui réagissaient, donc je me disais bon, je ne rêve pas, où il y a eu des mamans. Voilà. Et c'était amusant parce que c'était toujours à un moment très opportun que ça s'exprimait. Voilà. Chouette. Le beau mot. Oui, même si on s'interroge quand même, on se dit mince, c'est peut-être le hasard, j'ai rêvé ou j'ai interprété un son, mais c'est vrai qu'il y a eu des témoins en fait de ça, donc c'est vrai que je pense que je n'ai pas rêvé. Et au niveau du quotidien, donc tout ce qui est prise en charge de la toilette, de l'alimentation, je ne sais pas si Raphaël tu le faisais manger, comment c'est toi qui gères tout ça? Ouais. Alors après, les personnes qui venaient à la maison s'occuper de lui, elles avaient aussi pour mission de préparer son repas du midi pour lui donner son repas du midi, mais tout s'organisait en tout cas à la maison. D'accord, Alors, on va parler un petit peu justement parce que tout ça, c'est un petit coût, je pense. L'aménagement, le matériel. On va en profiter pour parler de ton association, donc, qui a été créée en 2014, qui s'appelle Un pas pour Raphaël. Cette association, pourquoi tu l'as créée? Alors, je l'ai créée en 2014, suite au premier séjour en Espagne, sur un stage de rééducation qui a duré 1 semaine. Et donc, où j'ai croisé beaucoup de familles françaises sur place, et qui me disaient, quand je leur demandais s'ils voyaient des progrès, ils me disaient que oui, et je leur demandais, mais depuis combien de temps vous venez là? Combien de fois vous venez là chaque année?
À raison d'une période de combien? En fait, ce qui ressortait, c'est qu'en général, les familles venaient sur des périodes de 15 jours, plusieurs fois dans l'année. On va dire en moyenne 3-4 fois. Et toi, cette fois-là, tu étais pour une semaine? J'y étais pour une semaine. D'accord. Parce qu'il y avait un coût quand même. Parce que là, oui, par exemple, alors c'est le centre Essentis, c'est ça, à Barcelone? C'est le premier centre sur lequel j'ai pu me rendre. Ça, c'est à ta charge totale? Totale. D'accord, tout à fait. ok. Et on va faire une petite parenthèse. Pourquoi est-ce que tu te diriges vers ce centre? En fait, c'est l'ami d'une amie qui, à un moment, est en contact avec une famille qui a un enfant en situation de handicap. Et les amis, effectivement, la marraine de Raphaël, donc, me dit essaye d'élargir au-delà de ce qui peut se faire. Hein. Et du coup, ça me renvoie sur ce centre. D'accord. Et je me dis pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas? Faut essayer. Voilà, c'est un centre qui est réservé aux enfants, pas spécialement? Alors, à la base, oui, mais finalement, un enfant en situation de handicap reste un enfant toute sa vie, puisque finalement, il est dépendant. Oui. Donc, les enfants ayant grandi, ça devient des jeunes adultes. Oui, d'accord. Et donc, tu t'inscris pour une semaine au départ? J'y vais pour une semaine. Sans savoir ce que je vais découvrir, sans comprendre, mais du coup je vois ce que c'est de la rééducation intensive. Je vois pas de grands changements, mais je vois quand même des petites choses. Ouais. Voilà, c'est pas un truc... Oui, c'est pas flagrant. Voilà, c'est pas flagrant pour une personne extérieure. Mais par contre, moi, en tant que maman au quotidien, je vois des choses. Oui, qu'il connaît par cœur, tu... Voilà, je le connais, et du coup, là, je vois. Et là, je comprends, je me dis, waouh, il va en falloir des semaines comme ça. Et est-ce que c'est dur pour Raphaël, ces semaines intensives? Est-ce que ça le fatigue énormément? Oui, objectivement, je dirais oui, parce qu'on passe d'un enfant qui n'est pas mobilisé ou relativement assez peu, finalement, à un enfant à qui on demande du jour au lendemain de courir un marathon, quelque part, en fait. C'est comme si moi, demain, on me demande de courir un marathon, je vais pas y arriver, c'est évident. Je vais pas y arriver, je vais être fatiguée, je vais pas tenir. Donc là, moi, en tant que maman, par contre, j'ai toujours joué ce rôle, je pense, comme toutes les mamans, d'être vigilante, d'être attentive et de dire attention, là Raphaël il est fatigué, on fait une pause, là on fait pas ça comme ça, on va aménager la séance peut-être plus sur du sensitif, des choses plus douces pour que ça puisse être compatible, on va dire, avec là où il en est à ce moment-là. Donc après, effectivement, au fur et à mesure qu'il va développer un peu plus de tonicité, on pourra de mieux en mieux avoir accès à l'intégralité d'un programme comme ça peut être construit. Mais au début, je suis très vigilante. Et donc on va revenir à l'association. Donc c'est quand tu rencontres d'autres parents, c'est un peu eux qui te disent... Oui, parce que je leur demande, mais comment vous faites pour financer tout ça? Parce qu'eux, ils viennent à quel rythme alors? Eh ben, ils viennent au rythme de 3-4 fois par an sur des périodes de 15 jours à chaque fois. Ouais, c'est beaucoup. Voilà. D'accord. Voire plus, il y en a qui font d'autres choses en parallèle. Donc, et du coup, je pose beaucoup de questions sur les différentes thérapies qui existent. Donc là, j'ai aussi plein d'outils qui viennent un petit peu s'accumuler là dans mon répertoire intérieur, et je me dis ok, il y a des choses à faire, quoi. Il y a des choses à faire, et j'essaye de comprendre un peu comment ces thérapies fonctionnent pour voir qu'est-ce qui me semble le plus adapté pour Raphaël à chaque période de sa vie, parce que ce qui sera pertinent à un moment ne le sera plus à un autre moment, mais il y aura quelque chose qui deviendra plus pertinent à ce moment-là. Est-ce que ça te fait du bien aussi de rencontrer d'autres familles? Ça me fait pas tant de bien que ça, en fait, moi, parce que j'arrive déjà à instaurer dans ma vie une forme d'équilibre avec ce que je vis, avec mon entourage, mes amis. Et là, il y a des rencontres qui ont été importantes et qui restent encore aujourd'hui avec des mamans que j'ai pu rencontrer. Et même, mais je cherche pas. Moi, je suis assez sauvage en fait. Même si les gens qui me côtoient doivent pas penser ça. Moi, quand j'arrive dans un environnement nouveau, je suis assez en retrait. Voilà, il y a la personne qui observe, voilà, et puis
Ouais, qui va pas chercher forcément des réponses à l'extérieur. Moi, les Oui. réponses, je les cherche en moi. Tu y allais pas pour chercher des réponses. J'y allais pas pour chercher des réponses. Tu y allais pour Raphaël. J'y allais pour Raphaël. Mais effectivement, si j'ai des réponses à trouver ou je les ai pas en moi, bah du coup, je vais poser des questions, voilà. Ouais. Mais en même temps, je me rends compte aussi que c'est un monde le monde du handicap, c'est un monde difficile, hein, pour ceux qui vivent ça au quotidien. Et moi, j'ai besoin de tenir le cap, hein, et donc, étant très sensible, je sais que je peux être très vulnérable à ce que les gens vivent autour de moi. Et comme j'ai été construite pour porter et porter encore tout le monde, eh bien, j'ai conscience que faut que je me protège en quelque sorte. Oui, ça ferait peut-être encore un peu trop là. Ouais, je peux pas porter tout le monde. Là. Ouais. Donc c'est en rentrant de ce séjour en Espagne où tu commences à lancer ton assos. Ouais. Ça se fait. Ce séjour se fait la dernière semaine d'août 2014 et l'association est créée au mois d'octobre. Ok. Donc très vite. Ouais. Et tu vas nous expliquer comment ça fonctionne. En tout cas, moi j'ai été voir sur tes réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si on ne peut même pas compter le nombre de manifestations qu'il y a eu sur 10 ans, je ne sais plus combien d'années. C'est impressionnant. Est-ce que tu mobilises les gens ou c'est difficile? Tu rames un peu au début? Pas du tout. Ouais. Quand on crée l'association, on part d'une idée de décrire un peu la situation, que Raphaël il a 2 ans et demi, et qu'il est différent, et qu'il y a une association qui est créée pour soutenir l'évolution, les progrès de cet enfant dans l'accompagnement des thérapies qui vont pouvoir être envisagées grâce aux dons. Et on fait des petites feuilles A4 qui décrivent un peu ça. Et puis avec les bénévoles, on se dit qu'on va aller en mettre à certains endroits. Et donc les endroits, on a défini des cabinets médicaux, les salles d'attente. Alors, je pense que ces feuilles, il y en a eu quoi ? Peut-être une trentaine, une cinquantaine au plus, mais je pense qu'on est plus près des 30 exemplaires que des 50. Et donc, il y en a qui ont dû en mettre chez des commerçants aussi, peut-être quelques commerçants. Et donc, la chance, c'est que cette affiche est vue par un journaliste du Sud-Ouest. Et donc, il me contacte et il me propose de faire un premier petit article et une semaine après, un très grand article. Non, c'était pas une double page, c'était une page entière. Et il me propose aussi de faire un article sur le petit magazine Le Vie d'ici. Oui. Voilà. Et donc ça a eu une répercussion énorme. Voilà, gigantesque. Voilà. Et puis Raphaël a une petite tête d'ange avec un sourire craquant. Oui, on peut ne faire que craquer. Voilà. Vous irez voir ses photos, c'est... Et donc, c'est vrai que... tout ça a amené énormément de contacts. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour proposer des actions, des choses. Donc il y a finalement assez peu de choses sur lesquelles qu'on a organisé de nous-mêmes en fait. Oui, il y en a eu. Les gens sont venus à toi en fait. Les gens sont venus à... On va dire qu'il n'y a que les dernières années où peut-être il y a eu quelques événements à notre initiative, notamment des lotos qu'on a organisés. Mais sinon, je crois que la plupart des autres choses... Alors, j'ai été aussi tapée, moi, après à des portes, malgré tout. Mais globalement, oui, les gens sont venus. Et qu'est-ce que ça t'a permis de faire, donc, cet argent collecté, là, de l'association ? Alors, au départ... ça a permis essentiellement de financer les thérapies intensives à l'étranger. Donc en Espagne, en Pologne, en France aussi, parce que Raphaël, on m'avait beaucoup parlé de la méthode CME, Cuevas Medec Exercise, et je sens que dans cette thérapie, il y a des choses intéressantes, et donc j'ai l'occasion d'aller sur Rennes, où il y a une session qui est organisée par une association. Il y a une association qui organise un stage avec une kiné MEDEC qui est basée sur Toulouse. Et donc, je vais
voilà, en Bretagne pour faire cette session. Et là, c'est magique en fait. Ça a été, c'est-à-dire qu'elle lui fait faire un exercice et mon fils qui ne tient pas assis et qui tient à peine sa tête, hop, elle le met assis, il tient assis quelques secondes. D'accord. Donc là, je comprends qu'il y a un truc dans cette méthode qui peut vraiment aider Raphaël. D'accord. Donc on ira régulièrement sur Toulouse, faire en plus des stages intensifs. Ces stages-là sur une semaine, où il y a une session le matin, une session l'après-midi, et qui, moi, ensuite, je continuerai ces exercices au quotidien à la maison, et qui feront avancer de façon... qui ont vraiment été un déclenchement dans l'évolution de Raphaël. Ouais, c'est chouette. Et comment tu finances tout ce qui est matériel pour les fauteuils roulants, l'adaptation de ta maison? Il y a des aides de l'État aussi? Alors, pour certaines choses, il y a des aides, oui. Ouais. Mais pour certaines choses, il n'y a pas d'aide. Donc, effectivement, eh bien, là où il n'y a pas d'aide, eh bien, c'est l'association qui va pouvoir aider à financer. D'accord. Okay. Voilà. Mais on essaye avant tout aussi d'aller chercher ces aides qui existent. Parce que si elles existent, il faut s'en servir. Il faut s'en servir, voilà. Mais effectivement, l'association viendra pallier là où il n'y a plus d'aide et où il y a des montants quand même significatifs. Ouais. Moi, je vais pouvoir financer aussi à mon niveau certaines choses, le papa aussi, mais sur des frais importants, eh bien, l'association va venir pallier. Donner un petit coup de pouce. Ouais. Comment évolue Raphaël donc, ces premières années tu dis il y a quand même un petit peu de progrès sur sa motricité. Ouais, il y a des progrès. Il y a des progrès parce que il y a des progrès à partir du moment où j'instaure vraiment de la rééducation. On va dire tous les 2-3 mois, on est parti en rééducation. Ouais. Voilà. Donc là, quand on rentre dans ce rythme-là, où au quotidien, il y a aussi des choses, ça évolue forcément. Donc il y a des progrès. On passe d'un enfant qui ne tenait pas sa tête, qui ne tenait pas assis, à un enfant qui tient assis, à un enfant qui plus tard arrivera à se mettre assis tout seul, parce qu'on peut tenir assis mais pas être capable de se mettre assis tout seul, à un enfant qui commence à avoir de la force dans ses jambes, qui commence à pouvoir tenir sur ses jambes avec le maintien parce qu'il n'a pas l'équilibre et puis parce que c'est encore fragile au niveau de la force, et puis un enfant qui au niveau des jambes est suffisamment solide, le buste se redresse, et puis on peut commencer à faire de la marche assistée, voilà, des choses de cet ordre-là. Ouais, c'est par étapes, quoi. C'est par étapes. C'est très long. Ouais. En tout cas, dans le cas de Raphaël, c'était très long. Mais parce que chaque handicap est différent, voilà. Donc c'était long, mais ça s'est fait. Est-ce que Raphaël a la possibilité d'aller à l'école à un moment ou un autre? Alors oui, moi j'ai très envie effectivement qu'il soit sociabilisé, qu'il puisse aller à l'école, et donc je fais la démarche pour qu'il soit scolarisé en maternelle, et puis pendant 2 ans. Il n'y va pas tous les jours, il y va, je crois, une fois par semaine, une matinée, une heure par semaine, je crois que ça doit être de cet ordre-là. Mais en fait, l'école, même s'il y a une AVS, ne sait pas accueillir, en fait. Alors, je ne sais pas si ça évolue aujourd'hui. C'est peut-être même pas adapté, en fait. Oui. Alors, je pense que la maternelle, ça aurait pu être adapté. Ouais. Mais effectivement, je vois aussi le décalage entre les vrais besoins de Raphaël et qu'on ne peut pas demander à une personne lambda de tout comprendre au handicap alors qu'elle n'est pas formée, de comprendre un enfant alors qu'elle va le voir une fois par semaine pendant 1 heure. Enfin... Oui, c'est difficile. Et est-ce que Raphaël, ça lui fait du bien, lui ? Il est content d'y aller ? Il y a eu des moments où il m'a montré, en fait, qu'il était content de voir d'autres enfants autour de lui. Et puis, il y a eu des moments dans cette sensibilité qui reste quand même là. C'est trop pour lui. Oui, c'est trop parce qu'il y a trop de bruit, là. parce qu'il y a trop. Voilà. Ouais. Donc, c'est bien une petite dose, quoi. C'est bien une petite dose, et puis moi, je décide à un moment d'arrêter aussi, pour son bien aussi. D'accord. Est-ce que vous avez... pour la communication, puisque Raphaël ne parle pas, est-ce qu'il a un moyen de communiquer avec toi, mis à part ses yeux, son regard ? Je ne sais pas, est-ce qu'il arrive à te montrer des cartes ou des choses comme ça
Alors les premières années, non, parce que sa communication, c'est effectivement dans son regard que je lis les choses, et puis dans ses émotions. Et puis l'éducatrice spécialisée, les différentes éducatrices spécialisées mettent en place un système de communication via les pictogrammes, donc des images. Donc il faut créer l'apprentissage de chaque image pour que l'enfant comprenne que cette image correspond à ça, voilà. Et s'assurer que c'est acquis, donc voilà. Et puis après, effectivement, il y a une forme de communication qui peut commencer à s'installer, mais en même temps, Raphaël ira vers la facilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il sait effectivement qu'il a en face quelqu'un qu'il comprend, eh bien, il ira vers cette facilité, même si, je le pousserai à s'exprimer par les pictogrammes, mais dans une certaine limite, parce qu'après, effectivement, quand l'épilepsie a pris trop de place, je voyais que ça devenait de plus en plus compliqué. On va parler aussi de tes voyages en Inde. Ouais. Parce que j'ai vu que tu avais emmené Raphaël. Alors tu sais que l'Inde pour toi c'était depuis toujours ancré en toi. Avant d'avoir Raphaël, tu étais déjà partie en Inde ? Ouais, moi, oui. Il fallait que j'y aille avant 30 ans. Donc en fait, j'y étais la première fois, j'avais 28 ans, je pense. Et alors, la révélation ? Ouais. Alors la révélation, oui, non. Non, parce que les premiers instants, c'est trop. C'est trop. Ça me bouscule, ça vient... C'est très intense, l'Inde. Ouais. Je me souviens très bien, mais dès l'aéroport, en fait, il se passe plein de choses. C'est très intense pour un esprit occidental. Et c'est vrai que les retours qu'on a des personnes qui voyagent en Inde, c'est que c'est un bouleversement. Quand tu arrives là-bas. C'est un bouleversement, effectivement. Donc je vis ça comme un bouleversement dès l'aéroport, et je me souviens que dans le taxi entre l'aéroport et la ville où je dois aller, je pars quand même avec un sac à dos et un billet d'avion, moi, quand même. Seul, voilà. J'avais déjà voyagé seule quelques années plus tôt, en Indonésie, mais là, effectivement, c'est l'Inde. Donc on est un cran au-dessus, on va dire. Et puis c'est pas l'Inde d'aujourd'hui, c'est pas l'Indonésie d'aujourd'hui, faut remettre ça dans son contexte où il n'y avait pas autant de voyageurs qui voyageaient comme ça. Aujourd'hui, c'est normal, c'est la normalité. Ils ont vu une belle blonde débarquer de l'avion, là, c'était l'événement, là. C'est ça. Et donc, moi, les premières heures, je me dis que je vais pas pouvoir. Enfin, pas les premières heures. Sur ce trajet qui me mène entre l'aéroport et l'endroit où je me dis que je vais aller loger, parce que j'avais mon guide du routard quand même, histoire de me dire, trouve-toi un truc là, une chambre au moins pour le premier soir. Je me dis que je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir rester, en fait. Je sens un peu comme un vacillement à l'intérieur de moi, comme si ça venait secouer toutes mes résistances et toutes mes certitudes et tout ce que je m'étais construit jusque-là. Et donc, je me souviens que cette première nuit, j'ai l'impression que je vais tomber dans la folie, pour te dire, vraiment. Du coup, pour faire face, et je me dis, je vais aller dans une agence et je vais essayer d'échanger, troquer mon billet pour une autre destination ou rajouter... une destination pour repartir tout de suite. Voilà. À peine arrivée, je suis repartir, c'est ça. Mais du coup, ça se passe pas comme ça. Je me dis quand même le matin au réveil, je me dis Séverine, allez, tu vas essayer de faire un truc très structuré. Donc, j'essaye de trouver une agence où on me propose une excursion, là, un truc avec un groupe, où il y a un guide, où je suis... un petit peu plus en sécurité. Voilà, où ça ressemble à quelque chose qui me rassure. Et donc, c'est ce que je fais. Et l'un des magiques, c'est que pendant cette journée, il y a essentiellement des Indiens. Et tous les Indiens me renvoient des choses terribles. C'est-à-dire qu'ils viennent là soulever toutes ces fragilités. C'est comme s'ils avaient un énième sens et qu'ils sentaient tout et qu'ils Ils appuyaient sur le bouton. Ils appuyaient sur le bouton. Chacun leur tour. C'est ça. Et je me dis, ah là là, voilà. Et en fait, et bizarrement, sur cette journée,
Je passe par tous les états possibles. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me sens très très mal, mais vraiment très très mal. Et dans l'heure qui suit, je vais être mais super bien, je me sens comme portée par quelque chose que je ne comprends pas non plus. Et après, les jours qui suivront, en fait, je commence à intégrer, à comprendre. Je ne sais pas si c'est vraiment conscient, mais je comprends que je ne peux pas fonctionner dans ce pays comme j'ai fonctionné jusque-là dans ma vie. Oui, il faut s'adapter. Faut lâcher. Ouais, c'est ça. Faut lâcher. Ouais. En fait, il n'y a pas le choix. C'est si on est dans le le vouloir, dans le je veux que ce soit comme ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, je vais commencer à vivre comme ça ce premier voyage. Et tu restes combien de temps, ce premier Je voyage? reste 1 mois, le premier voyage. Ouais. J'y retourne à peine 6 mois après. Et j'y retourne de nouveau 6 mois après, mais là j'ai quitté mon boulot et je pars m'installer en Inde à ce moment-là. D'accord, ok. L'idée c'est un billet aller. T'es tombée amoureuse du pays? Ouais. C'est ça. Ouais. J'ai déjà rencontré le yoga, mais du coup, quitte à être en Inde, autant aller vraiment à la rencontre du yoga traditionnel. Voilà, être à la racine, à la source de cette discipline. Et j'avais rencontré un professeur la première fois où j'y avais été, parce que j'avais fait quelques cours avec lui. Et j'avais bien accroché. Et puis là, quand j'y retourne, en m'installant, et bien en fait, je retourne avec ce professeur et je me dis, il y a un truc qui n'est pas là. Voilà. Mais bon, je me dis, c'est le décalage horaire, c'est la fatigue. Je reviens le lendemain, même sensation. Je reviens le surlendemain, même sensation. Et puis, il y a un moment, je me dis, ok, c'est pas grave. Là, je laisse tomber, quoi. Et puis, effectivement, en laissant tomber, je me dis, l'idée me passe par la tête de me dire, peut-être que le yoga, c'est pas pour moi ou c'est plus pour moi, en fait. Et puis, en me disant ça, je rencontre un autre enseignant et là, une enseignante. Et là, en fait, je me dis, ok, c'est ça, le yoga. C'est ça. C'est ça. Fait, Parfois, on évolue, on change. Et que ce qui était juste à un moment, ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que c'est plus juste pour nous, en fait, qu'on a évolué. Et qu'on a besoin de continuer à avancer. Pour avancer, il y a d'autres rencontres, d'autres choses qui se placent sur notre chemin. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu travailles? Tu trouves un job? Non, je ne travaille pas. Alors, je ne travaille pas. Non, je ne travaille pas parce qu'effectivement, moi, en fait, mes premières années de boulot, j'ai travaillé dans le commerce. Donc, la seule chose qui comptait pour moi, c'était de mettre de l'argent de côté pour voyager. Maintenant, je sais qu'effectivement, cet argent de côté, il ne va pas pouvoir me permettre de vivre indéfiniment. Parce que ce serait bien. Ça serait bien, mais c'est pas possible. Mais du coup, en fait, quand je pars, mais je sais pas en fait ce que je vais. Tu vis au jour le jour. Je vis au jour le jour. Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. Voilà, c'est bien parce que c'est une phrase que je me répète beaucoup en ce moment. Ça m'arrive de penser à l'après, mais en même temps. L'Inde me ramène tout le temps au présent. Et ça, c'est formidable, ce pays. Ça me ramène tout de suite là, ici et maintenant. Il y a que ça qui compte. Et cette enseignante de yoga, malgré tout, me demandera à un moment de repartir chez moi, en France. J'ai l'opportunité là-bas de commencer à enseigner, malgré tout. Dans cet enseignement que je commence à faire... elle me dit que c'est pas ici que je dois enseigner, c'est chez moi, dans mon pays. D'accord. Donc, elle me demande de rentrer. Donc, je rentre. Et je commence à donner des cours l'été. Mais ça ne commence pas, puisque au moment où ça doit commencer, moi, dans ma pratique personnelle, il se passe des choses pour moi. Et du coup, mon enseignante de yoga en Inde me dit « Ok, tu reviens immédiatement. » Donc, je repars en Inde. Voilà, et donc, et je continue là-bas on va dire, je vais dire pas apprendre le yoga, mais plus à développer moi ma propre pratique et mon cheminement personnel dans cette pratique. Tu restes combien de temps avant de revenir définitivement en France ?
En fait, tous ces allers-retours en Inde, ça s'est fait sur une période de 2-3 ans. D'accord. Quand je reviens, en fait, à la base, moi, j'ai pas l'intention de rester ici. J'adore la vie. C'est juste un passage, en fait, dans le sens où je me dis, bon, il y a l'été, je vais profiter de l'été pour dispenser mes cours. Et puis, la vie fait que, voilà, il y a les rencontres qui se font, qui vous ramènent ici. Et donc, qui vous maintiennent ici, en tout cas. Et donc, je commence à donner mes cours ici. D'accord. Et donc, dans le parcours de Raphaël, le fait de l'emmener en Inde, est-ce que tu t'es renseigné d'ici sur ce qui était possible là-bas, parce que c'était ton pays de cœur et où tu avais confiance, ou est-ce que quand tu allais déjà en voyage, tu avais eu déjà des expériences avec des enfants en situation de handicap qui venaient et Non, moi c'est en allant là-bas, donc c'est la première fois où j'y vais toute seule et où j'y vis, que je découvre en parallèle. Alors non, je l'avais déjà découvert en France puisque j'avais fait une formation. C'est une amie qui me parle à 28 ans, donc avant mon premier voyage en Inde, elle me parle d'une formation en Ayurveda qui se passe en Normandie. Et donc, quand je vois le programme, je me dis, ah là là, mais c'est tout ce que j'ai envie de faire, c'est tout ce que j'aime. Donc, moi, je m'inscris, elle s'inscrit. Et donc, quand je suis après, moi, en Inde, ça me donne envie d'aller creuser sur l'Ayurveda. Là encore, dans le pays d'origine, et d'aller à la rencontre de certains médecins ayurvédiques. Mais j'approfondis, mais pas plus que ça, finalement. C'est plus le yoga que j'approfondis à ce moment-là. Quand Raphaël, on est face à ce handicap, je pense forcément à la médecine ayurvédique. Et du coup, je contacte mes amis en Inde, parce que du coup, moi, j'ai des liens en Inde. En y passant du temps, il y a des liens qui s'installent, il y a des connaissances, mais il y a aussi des liens. Je demande notamment à ma professeure de yoga de savoir qu'est-ce qu'elle en pense, parce qu'elle a vu Raphaël, elle est venue en France, je l'ai fait venir en France, et elle me dit oui, je pense que ce serait très très bien. Et moi, j'ai vu aussi un documentaire sur l'Ayurveda pendant ma formation, et je le retrouve après, ultérieurement, sur Internet. Je vois qu'il y a un moment, il y a un extrait avec un enfant en situation de handicap. Et je vois en fait ce qu'ils arrivent à faire. Et là, je me dis, ok, il faut tenter. Voilà. Et donc, ce professeur de yoga me met en lien avec un médecin ayurvédique en Inde, et c'est comme ça qu'on va la première fois faire une cure ayurvédique pour Raphaël. Il a quel âge là, à ce moment-là ? Il a 2 ans. D'accord. Et vous irez combien de fois ? On ira 5 fois, 5 années consécutives. Combien de temps vous partez ? On part 1 mois et les cures durent entre 15 jours, 3 semaines. Et tu sens que ça lui fait beaucoup de bien ? Il se passe des choses à chaque fois. D'accord. Assez saisissantes. Et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas continué à y aller ? Parce qu'on est séparés avec le papa et que voyager en Inde toute seule, c'est une chose. Voyager en Inde toute seule avec un enfant handicapé, c'est mission impossible. Voilà. Dans la santé de Raphaël, il y a des événements qui vont faire que sa santé va se dégrader après dans les années qui arrivent ? L'apparition de l'épilepsie, par exemple. Alors moi, finalement, je me suis toujours un petit peu interrogée sur le fait que Raphaël était peut-être épileptique. Mais peut-être qu'il y a tellement de formes d'épilepsie que ça pouvait peut-être passer inaperçu. La seule chose que j'avais effectivement identifiée, c'est autant les premiers mois, Raphaël dormait tout le temps, autant à partir de l'âge de 1 an, peut-être un petit peu avant, il ne dort plus. D'accord. Il ne dort plus. Ça s'inverse. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, Raphaël se réveille tout le temps. D'accord. Tout le temps, en fait. C'est très rare qu'il y ait des nuits complètes. On va dire qu'une bonne nuit, c'est quand je me suis levée que 2-3 fois. Et ça reste rare. On va dire qu'en moyenne, on est plutôt à 10 réveils par nuit, voire des nuits blanches. Donc moi, effectivement, les années passant, je suis épuisée. Voilà. Et que le yoga est ma vraie ressource à moi, pour moi. Parce qu'effectivement, quand je pratique la méditation, notamment en une demi-heure, j'ai l'impression de me régénérer et de récupérer des heures de sommeil. Même si y a quand même
fatigue nerveuse qui, quand même, dans le quotidien, se manifeste. Donc ouais, Raphaël, du coup, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'effectivement, il ne dort pas, cet enfant, il n'a pas un sommeil qui semble en plus réparateur, et quand je vois des fois qu'il ne dort pas, je le mets à côté de moi dans le lit pour me dire qu'il sera peut-être rassuré, et je le fais bien souvent. Et je me rends compte, là, quand il est à côté de moi, je me rends compte que, en fait, il a envie de dormir. Il y a un truc qui l'empêche. Mais il y a un truc qui l'empêche de dormir. D'accord. C'est comme si il tombe dans le sommeil et d'un seul coup, il y a un truc et lui-même, il se met à pleurer parce qu'il est empêché de dormir. Donc moi, tout ça, ça m'interroge. Quand j'en parle aux médecins, aux neuros, il y a eu un EEG, un électroencéphalogramme qui a été fait quand il était petit, mais comme il a beaucoup bougé, en fait, il n'en ressent rien. On me dit, non, tout a l'air normal. Donc, du coup, je reste avec ça, mais avec peut-être quand même dans ma tête, est-ce qu'on passe pas à côté de quelque chose? Et je me souviens que quand je croise des mamans qui ont des enfants épileptiques, je pose des questions. Comment se manifeste cette épilepsie? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, pour essayer d'éclairer un petit peu ce qui se passe et de pouvoir identifier si je me fais des idées ou si c'est fondé, en fait, ces idées-là. Voilà. Et en fait, il y a eu un moment, c'était en janvier 2018, il y a eu un rendez-vous de contrôle pour sa vue, parce qu'il avait un strabisme, et donc on avait identifié qu'il avait un problème de vue, donc il devait porter des lunettes qu'il a eu beaucoup de mal à porter, parce que c'est tellement plus facile de les enlever, de les arracher. Pour un enfant, c'est compliqué de comprendre qu'il faut les garder. Et donc, il y a un rendez-vous chez l'ophtalmo. Et avant le rendez-vous chez l'ophtalmo, il y a le rendez-vous avec l'orthoptiste. Et donc, ce jour-là, l'orthoptiste, donc, ils mettent des gouttes dans les yeux. Et il y a une deuxième prise de gouttes. Sauf que là, je me souviens que ça se fait très rapidement, et je l'arrête, je lui dis, mais là, il ne faut pas attendre au moins une demi-heure ou un quart d'heure, je ne sais plus le temps. Et elle me dit, non, c'est bon. Et ce ne sera pas bon. Malheureusement. Pourquoi? Parce que dans la minute qui suit, Raphaël fait une crise d'épilepsie. Où je le vois ouvrir les yeux, s'accrocher et perdre connaissance, en fait. Comme une poupée de chiffon, quoi. Et donc, à partir de là, moi, je fais les démarches pour avoir un rendez-vous avec le neuro, pour identifier ce qui se passe et mettre en place ce qu'il faut. Et là, on me dira que l'EEG, on refait un EEG, qu'il n'y a rien, et que du coup, c'est pas de l'épilepsie, et que je me fais des idées, et que je me trompe. Et on sous-entendra que, en gros, c'est pas mon fils qui a besoin d'être aidé, c'est moi qui ai besoin d'être aidé, qu'il faut que j'aille voir mon médecin parce que j'ai besoin de... Vous êtes fatiguée, madame. Voilà, vous êtes fatiguée, vous vous faites des idées, vous avez besoin d'aide. Alors oui, j'ai besoin d'aide, mais pas cette aide-là. Voilà. Donc voilà, je repars. En fait, il y a deux choses encore. Il y a ce côté, ouf. Et en même temps, au fond de moi, je me dis, putain, on est en train de passer à côté de quelque chose. Voilà. Et il n'y a personne pour me soutenir à ce moment-là. Le papa non plus, parce que lui aussi, il valide le discours du neuro qui me dit que je me fais des idées. Et on se sent très seul à ce moment-là. Heureusement, les amis sont là. Voilà. Et donc, moi, je comprends que pour que ce soit entendu, va falloir que j'apporte des éléments. Ce que je me dis, c'est qu'il va falloir que je filme. Quand il fera d'autres crises. Quand il fera d'autres crises, que je fasse des vidéos. Voilà. C'est ce que tu fais? Alors, dans les faits, en fait, Raphaël, il a fait cette crise, mais après, il n'en a pas fait pendant un an. C'est-à-dire que les crises suivantes apparaissent un an plus tard. D'accord. Donc, en même temps, c'est vrai, quand le neuro me dit ça, je me dis, bon, il n'y en a pas eu d'autres, c'est ce qui compte. Donc voilà, en fait, même s'il y a toujours ces nuits agitées, mais du coup, pendant les nuits,
difficile de dire que c'est des crises en fait. C'est juste des réveils, pouf, où il se rendort, il se réveille et c'est comme ça toute la nuit. Donc du coup, l'année d'après, là, il me refait une crise qui ressemble exactement à celle qu'il m'a fait un an plus tôt. Et là, j'ai pas le temps de filmer parce que c'est pas la première chose à laquelle on pense dans les premières crises, clairement. On accourt auprès de son enfant et on essaye juste de lui poser la main, d'avoir un contact avec lui et de lui parler pour qu'il se sente rassuré en espérant que ça va pouvoir calmer ce qui se passe en lui, dans son cerveau. Et ensuite, il y aura, à partir de 2020, plusieurs crises jusqu'au printemps. Donc entre janvier et avril-mai, il y aura plusieurs crises. Je vais redemander un rendez-vous avec un autre neuro qui me tiendra le même discours que sa collègue. Et je repars du coup avec ça en me disant waouh, donc il faut vraiment que je fasse des vidéos. Et donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire des vidéos. Voilà. Et donc je vais revenir avec tes films. Avec un 3e rendez-vous. Même si on vous fait comprendre que vous preniez la place d'un autre enfant parce que votre enfant n'a rien. Enfin voilà, on entend effectivement beaucoup de choses que j'aurais jamais dû entendre, clairement. Il y a un moment quand on me dit « Madame, on vous a dit qu'il n'y avait rien, donc c'est vous qui vous faites des idées. » Et là, je sors mes vidéos, effectivement, il me dit « Ah oui, là, il y a quelque chose. » Donc je dis très bien, maintenant on peut partir sur de bonnes bases, qu'est-ce qu'on fait? Et là il me dit on ne fait rien, il n'y a rien à faire, de toute façon, les épilepsies, avec ces enfants, les traitements, on ne sait pas comment ils vont réagir, donc il vaut mieux ne rien faire. Je lui dis non, là maintenant qu'on sait, on ne peut pas ne rien faire, il va falloir vraiment creuser pour savoir ce qu'il en est et essayer de faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Et donc on met un traitement en place qui n'a pas forcément vraiment d'effet sur les crises, mais qui a quand même, je dirais, un effet sur son sommeil. J'ai l'impression qu'il dort mieux. Donc, il est plus apaisé. Voilà. Donc ça au moins, je me dis, oui, ça agit quand même. C'est peut-être pas mal. Et ensuite, moi, je sais juste dans tous ces rendez-vous avec les neuros, je sais qu'il y en a un que je veux absolument avoir. Tu l'as kidnappé, c'est ça? Non, je ne l'ai pas kidnappé. J'ai bien pensé, mais non, je sais pas. Non, je ne l'ai pas kidnappé. C'est... Je fais des rendez-vous qui ne sont pas essentiels. C'est-à-dire qu'à un moment, je reprends rendez-vous avec le généticien qui nous avait annoncé la maladie génétique en me disant « Tiens, ça va être l'occasion de faire un point. Peut-être qu'il a plus d'informations sur cette maladie génétique 1 ou 2 ans après, et qui va me dire, écoutez, c'était 2 ans après, voilà, et il va me dire, oui, maintenant, par rapport à cette maladie, on a plus de cas, voilà, et il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau. Mais par contre, je lui dis, voilà, maintenant, la différence par rapport à 2019, c'est qu'on est en 2021, et que là, Raphaël, il a d'épilepsie. Et je lui dis que j'aimerais bien envisager que Raphaël soit suivi par tel neuro. Et il me demande qui le suit actuellement. Je lui dis. Et là, donc, il décroche son téléphone et il appelle le neuro en poste et il lui dit « Ça ne te dérange pas si je passe le dossier de Raphaël dans les mains d'un tel ?» Le neuro atteste, dit « Ok ». Même si peut-être que... son dédouane après un petit coup. Voilà. Et il appelle derrière l'autre neuro en lui disant « Est-ce que tu peux prendre cet enfant qui a telle maladie, il y a l'épilepsie qui apparaît, ce serait bien que tu puisses étudier, regarder de ton côté. » Et il dit « Bon, là, pour le moment, là, tout de suite, je ne vais pas pouvoir, mais ok, je m'engage à appeler la famille d'ici quelques mois. » Donc les mois passent, pas de nouvelles, et donc
je fais ce qu'une maman est capable de faire, c'est-à-dire je me dis ok, parce que Raphaël quand même l'épilepsie s'aggrave, hein. Ouais. Avec les années ça devient de plus en plus quand même... Et tu sens que ça a une répercussion sur ses... sur tout. Ouais. C'est tout. Surtout au point où finalement je finis par arrêter la rééducation, Ouais. C'est-à-dire je vois que ça n'a plus aucun sens, hein. D'accord. C'est-à-dire que pour moi là, continuer la rééducation dans la situation de Raphaël, ça reviendrait, pour moi, je le vis en fait comme si je faisais de la maltraitance sur mon fils. Il a juste besoin, après ses crises, de repos, de se reposer, de calme. Est-ce qu'il en fait tous les combien à peu près? Il en fait de plus en plus, et donc ça veut dire il finit par en faire, tous les jours et plusieurs par jour. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. Oui, une journée sans crise. On avait un cahier de suivi pour Raphaël, où on notait tout, et... C'était très rare. Ouais. C'était très rare d'avoir une journée sans crise. Et puis, une journée sans crise, il y avait tellement de types de crises aussi, qu'il y avait toutes celles qu'on voyait et toutes celles qui passaient sans doute inaperçues. Donc, on peut imaginer que même quand on avait l'impression qu'il n'y en avait pas eu, il y en avait certainement des toutes petites. Voilà. Et tu finis par avoir un contact? Alors non, je finis par me dire que on est lundi matin, qu'il y a eu trop de crises, que la situation s'empire de plus en plus. Moi, je n'en peux plus d'attendre. Et donc, je pars aux urgences pédiatriques à Bordeaux. Voilà, un lundi matin en me disant, le week-end est passé, il y aura peut-être un peu moins de monde. Et de là, effectivement, il y a une place dans une chambre, donc il est hospitalisé. Il y a des examens, un EEG qui est fait, il y a la machine qui se met en marche, et du coup, le neuro a repris le dossier, et à partir de là, il y aura des rendez-vous à Bordeaux tous les 2-3 mois, avec des EEG, avec un suivi. Alors, c'est une épilepsie rare. Comme tout. Comme tout ce qu'a fait Raphaël, voilà. Effectivement, c'est une épilepsie rare. Donc, la bonne nouvelle, le neuro me dit, c'est que cette épilepsie, qui, il y a encore quelques années, n'était pas gérable et qui était fatale, là, on a maintenant des traitements qui permettent d'en venir à bout. Et quand il me dit ça, il est confiant, il y croit. Et du coup, moi, j'y crois. J'y crois, mais il y a quand même cette petite voix qui se dit, oulala, on va pas se réjouir trop tôt. Faut voir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles et à vous abonner à notre podcast. Votre soutien nous aide à continuer de partager ces histoires de femmes incroyables. Partagez également avec vos amis pour que notre communauté grandisse. Et abonnez-vous à notre page Instagram Capsule Event. À très bientôt pour un nouvel épisode.